L'explorateur britannique David Livingstone, bon, celui qui est connu pour la fameuse phrase Dr Livingstone, je présume, eh bien, il a laissé derrière lui un récit vraiment glaçant. Ah oui, l'histoire avec le lion, c'est ça? C'est ça. Imaginez un peu la scène pour ceux qui nous écoutent. On est en Afrique au 19e siècle, et soudain, Livingstone se fait violemment attaquer par un lion. Ouais, le cauchemar absolu. La bête féroce l'attrape par l'épaule, le jette par terre et commence à le secouer, genre comme une poupée de chiffon. Et face à une horreur pareille, la réaction biologique logique, enfin celle qu'on nous apprend à l'école, ça devrait être une explosion d'adrénaline. Le fameux instinct de fuite ou de combat. Exactement. Une terreur panique qui te pousse à courir ou alors une rage désespérée pour te battre. C'est l'instinct de survie de base, sauf que, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Non, pas du tout. Livingstone, il a pas ressenti de peur. Il a décrit plus tard un état de stupeur, une torpeur paralysante qui a effacé toute douleur et toute terreur. Un peu comme s'il était sous chloroforme, quoi. Son corps n'a pas combattu, il n'a pas fui, il s'est juste éteint. Et c'est un point de départ saisissant pour ce que révèlent nos sources d'aujourd'hui. Parce que cette absence totale de lutte, ça défie vraiment la fondation même de notre vision classique de la biologie. C'est clair. Pendant des décennies, on s'est complu dans une vision hyper mécanique, hyper individualiste de l'évolution. Tu sais, l'animal isolé qui lutte pour sa propre survie, le gène égoïste qui cherche à se reproduire à tout prix. Ouais, la loi du plus fort, en gros. Mais en décortiquant les recherches actuelles et surtout les analyses tirées du livre fascinant de Howard Bloom, Global Brain, cette belle théorie de l'individu triomphant, elle s'effondre un peu. Complètement même. Notre mission aujourd'hui, ça va pas être d'étudier des êtres isolés. On veut comprendre comment notre biologie, nos perceptions et même notre conception de la réalité elles sont littéralement programmées par notre besoin d'appartenir à un réseau collectif. Un véritable esprit de masse. Voilà, un esprit de masse qui a commencé il y a 3,5 milliards d'années. L'idée, c'est d'offrir à l'esprit curieux qui nous écoute un raccourci, plein de révélations sur le fonctionnement de la société et de notre propre corps. Bon. Décortiquons un peu tout ça. Si cet instinct de survie individuel est un mythe, est-ce que ça veut dire qu'on est juste des pièces de rechange dans un immense ordinateur biologique ? C'est l'essence même du problème. L'histoire du lion, ça illustre parfaitement un mécanisme super sombre de cet ordinateur global. Quand un nœud du réseau se retrouve dans une situation désespérée ou perd son utilité pour le groupe, le système ne gaspille pas d'énergie à le sauver. D'accord. Au contraire, il déclenche un interrupteur d'autodestruction. Attendez. Un interrupteur d'autodestruction. Comme dans les films. On parle de biologie là, pas d'un vaisseau spatial. Comment un organisme vivant qui est fait pour survivre pourrait avoir un bouton supprimé à l'intérieur ? Pour comprendre ça, il faut regarder du côté de la psychoneuroimmunologie. Derrière ce mot un peu barbare, il y a l'étude des ponts physiques entre nos pensées, notre système nerveux et nos globules blancs. Ok. La médecine a longtemps cru que l'immunité et la psychologie, c'était deux trucs totalement séparés. Mais les données montrent le contraire. L'isolement social prolongé, la perte de statut, le fait de se sentir inutile, tout ça, ça envoie des signaux chimiques massifs. Du genre ? Ça inonde le corps de cortisol, l'hormone du stress. Et cette cascade chimique vient paralyser directement le fonctionnement de nos défenses immunitaires. Waouh. Donc la souffrance psychologique, le rejet, ça détruit vraiment nos remparts physiques ? Exactement. Et les expériences sur ce qu'on appelle l'impuissance apprise le montrent bien. Des chercheurs ont pris 2 groupes de rats et leur ont donné de légers chocs électriques. Le premier groupe avait un levier pour arrêter le courant. Donc ils avaient le contrôle. Voilà. Le deuxième groupe subissait les mêmes chocs, mais le levier ne marchait pas. Il n'avait aucune utilité, aucun contrôle sur le problème. Le résultat est affreux. Les rats sans contrôle ont très vite dépéri. Sans aucune maladie extérieure. Rien. Leur système immunitaire s'est effondré tout seul. Ils ont fait des ulcères massifs et ils en sont morts. Une simple différence de perception, le fait de se sentir impuissant, ça a dicté la vie ou la mort. C'est fou. Et c'est pas que chez les rats, chez les singes, il y a les expériences de Harry Harlow. Les bébés singes privés de contact maternel et social finissent par s'automutiler par désespoir. Ah oui, ces expériences sont horribles. Et chez nous, les humains, on voit la même chose dans les hôpitaux. Les patients très déprimés, isolés, ils finissent inconsciemment par repousser les soignants. Ils deviennent agressifs, ils se plaignent tout le temps. Et du coup, le groupe s'éloigne ? C'est ça. Isolés et inutiles au groupe, les stats montrent qu'ils meurent beaucoup plus vite que les patients sociables avec la même maladie. C'est implacable. En fait,
Pour imager ça, c'est comme le monde de l'entreprise. Imaginons que le corps humain, c'est la filiale d'une grosse multinationale. Tant que la filiale innove, qu'elle rapporte de l'argent au groupe, le siège social injecte des fonds. Oui, bonne analogie. Mais si la filiale est bloquée, qu'elle sert plus à rien et devient un boulet, le siège va pas faire dans la charité, il coupe les vivres, il bloque les comptes et il provoque la faillite. En biologie, c'est l'apoptose, non? Tout à fait. La cellule sent qu'elle est endommagée, elle reçoit un signal chimique et elle se suicide pour sauver les ressources du reste du corps. Si nous relions cela à une vision plus globale, l'évolution n'est pas un sport individuel, c'est un sport d'équipe hyper sélectif où les éléments inutiles s'éliminent d'eux-mêmes. D'accord, je vois bien la logique de cette faillite programmée pour aider le groupe. Mais la survie, c'est pas que purger les faibles. Face à un danger nouveau, genre un volcan ou un nouveau prédateur, comment le groupe innove? S'il compte pas sur un individu génial, comment il trouve la solution? Ah, ça c'est le cœur du réacteur. Et pour le voir à l'état pur, nos sources remontent très loin. Il y a 3,5 milliards d'années, aux bactéries. Aux bactéries. Mais c'est microscopique, c'est basique une bactérie, ça n'a même pas de cerveau. Seules, oui. Mais en colonie, elles ont une puissance de calcul collectif de dingue. Prends les stromatolites. Ce sont ces énormes structures minérales faites par des milliards de bactéries ancestrales. Face à la famine, la colonie n'attendait pas de mourir. Elle utilisait la stratégie de l'exploration et du festin. C'est-à-dire? Elle créait des mutations ciblées pour envoyer des éclaireurs, avec des petits moteurs, des flagelles. Ces éclaireurs partaient explorer partout. Mais comment ils disaient aux autres ce qu'ils avaient trouvé sans système nerveux? La chimie. Si un éclaireur trouvait à manger, il lâchait une trace chimique pour attirer les autres. S'il tombait sur un poison, il lâchait une toxine d'alarme. Et la colonie changeait de forme en temps réel pour éviter la zone. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce niveau de com est déjà fou, mais le livre parle aussi de la bactérie E. coli face à la salicine, un poison mortel pour elle. Oui, un exemple parfait. Selon Darwin, enfin le néo-darwinisme, on s'adapte par des erreurs génétiques au hasard. Donc face à ce poison, la chance qu'une bactérie mute exactement comme il faut, c'est d'une sur des milliards de milliards. Statistiquement, tout le monde devrait mourir. Et pourtant, elles survivent. Comment? Ce qui est fascinant ici, c'est que la mutation n'est pas un hasard. C'est de l'ingénierie en réseau. Face au poison, les bactéries ouvrent carrément leurs parois cellulaires et s'échangent des morceaux d'ADN, ce qu'on appelle des plasmides. Elles s'échangent leur code Ouais. à des millions d'exemplaires. Elles coupent, elles testent, elles réécrivent leur génome en direct pour créer une enzyme qui détruit le poison. Et dès qu'elles ont le bon code, elles le partagent à tout le monde. Mais c'est incroyable. C'est comme des développeurs dans la Silicon Valley. Il y a un bug critique, personne trouve seul. Alors ils se mettent en réseau, ils s'échangent du code en open source. Dès qu'un dev trouve le patch, boum, mise à jour mondiale. Sauf que les bactéries faisaient ça il y a des milliards d'années avec le vent et l'eau. C'est le tout premier Internet, littéralement. Mais bon, avec les gros animaux, échanger de l'ADN en se touchant, c'est devenu trop lent. Bah oui, un oiseau va pas donner un bout d'ADN à un autre oiseau pour lui apprendre à manger une graine. Exact. Alors le réseau a inventé les mèmes. Ah, pas les images marrantes sur Internet. Non, le terme scientifique. Un mème, c'est une idée ou une habitude qui saute d'un cerveau à l'autre. L'équivalent cognitif du gène. Comme l'histoire des mésanges britanniques dans les années 40, un oiseau a compris comment percer les bouchons de bouteilles de lait, et les autres l'ont regardé, l'ont copié, et bam, tout le pays le faisait. Ou les abeilles, qui calculent la distance d'une fleur et font une danse pour donner les coordonnées GPS à la ruche. C'est fou. Et pour que ça marche, Bloom décrit 5 éléments. D'abord, les forces de conformité, qui forcent tout le monde à parler le même langage. Ensuite, les générateurs de diversité. L'anomalie utile, c'est ça. Genre le babouin un peu bizarre qui va goûter une nouvelle plante loin du groupe. S'il meurt, on sait qu'il faut pas y aller. S'il survit, on a un nouveau plat. Exactement. Le troisième, c'est nos juges intérieurs, nos hormones. Aider le groupe donne de la dopamine. Être rejeté donne de l'anxiété. Ok, la carotte et le bâton. Le quatrième, ce sont les répartiteurs de ressources. Le pouvoir et la nourriture vont vers ceux qui réussissent. Et enfin, les tournois intergroupes. La compétition entre les tribus qui force le cerveau global à s'optimiser. En fait, c'est exactement comme notre système immunitaire. Le corps produit des millions d'anticorps au hasard, les générateurs de diversité, ils servent à rien. Puis un virus arrive. Un seul anticorps a la bonne forme, et là, le corps envoie toutes ses ressources pour cloner cet anticorps précis qui va sauver tout le monde. C'est une super métaphore. Mais cela soulève une question importante. Si cette force de conformité dicte à qui vont les ressources, est-ce qu'elle contrôle aussi ce qu'on voit?
notre vision de la réalité. Et bleu. Mais les recherches disent que la pression du groupe peut littéralement pirater nos nerfs optiques. En gros, notre réalité serait une grosse hallucination collective. Les preuves psychologiques sont là. Pense à Elisabeth Loftus et les faux souvenirs. Elle montrait des vidéos d'accidents de voiture à des gens. Quelques jours plus tard, elle glissait l'idée qu'il y avait une grosse grange rouge ou une femme blonde dans la vidéo. Alors qu'il n'y avait rien de tout ça. Rien du tout. Eh ben, la majorité des gens finissaient par voir la grange dans leurs souvenirs. La pression sociale avait physiquement réécrit leur mémoire. Et ça marche aussi en direct. L'expérience de Solomon Asch avec les lignes, c'est effrayant. Un volontaire doit juste dire quelle ligne est de la même taille qu'une ligne modèle. Si super facile. Sauf que les autres personnes dans la pièce sont des acteurs qui donnent tous une mauvaise réponse avec aplomb. Et le volontaire finit par douter? Voilà, 75% des gens finissent par mentir et donner la mauvaise réponse, juste pour suivre le groupe. Et ils ont fait pareil avec des couleurs. Des complices disaient qu'une diapositive bleue était verte. Le sujet finissait par dire « oui, c'est vert ». Le pire, c'est l'image rémanente sur la rétine après pouls. Les scientifiques leur demandaient de regarder un mur blanc, et le flash rémanent dans leur œil correspondait à l'opposé du vert, pas du bleu. Le cerveau social avait carrément censuré les nerfs optiques. Le langage fait la même chose. Le livre raconte ce truc fou au Moyen-Âge. Des chirurgiens devant un cadavre humain ouvert. Et le prof pointait un organe humain, mais il décrivait à ses élèves l'anatomie d'un porc. Ah oui, parce qu'il suivait aveuglément les textes de Galien, un médecin de l'Antiquité qui ne disséquait que des animaux. La pression de l'autorité était si forte que leur cerveau effaçait la viande devant leurs yeux. C'est dingue. En fait, la conscience, c'est comme une réunion chaotique dans le sous-sol de la Maison-Blanche. L'estomac, le foie, les nerfs crient dans tous les sens. L'œil envoie un mémo. C'est bleu. Mais le chef de la sécurité l'intercepte et panique. Si on dit bleu et que la foule dit vert, on va être banni et mourir. Dites que c'est vert. Le président, notre conscience, arrive à la fin, il lit le rapport truqué et dit « c'est vert », tout fier de son indépendance d'esprit. C'est très imagé, mais très vrai. Et le langage, c'est l'outil principal de cette sécurité sociale interne. Les mots portent le poids des générations. D'ailleurs, le livre donne un exemple très neutre et purement linguistique sur le mot « féminisme » et « femme ». Sans prendre parti politiquement, c'est juste historique. La vieille racine indo-européenne, ça voulait juste dire « allaiter ». Puis les sociétés antiques ont ajouté l'idée de statut secondaire. Les dictionnaires, plus tard, y ont mis l'idée de timidité, jusqu'au jour où un grand mouvement social a repris le mot pour y greffer l'égalité politique. Le vocabulaire qu'on utilise, c'est un logiciel écrit par des millions de morts qui filtre notre vision. Mais pour que ce filtre marche, le système doit être impitoyable. Le cerveau global a besoin d'une police de la conformité pour éliminer ce qui dévie. La police de la conformité. Ça rigole pas donc. C'est très violent. Chez les animaux, l'anomalie déclenche la cruauté. Prends les singes de Harlow élevés tout seuls. Quand on les met avec de petits alligators, la meute s'excite et finit par torturer les alligators. Mais ça marche aussi entre eux. Un chef gorille ou babouin qui tombe malade, il n'est pas soigné. Il est harcelé, mordu, chassé. La faiblesse est vue comme une infection à détruire. Mais nous les humains, avec notre morale, on fait pas ça quand même. Sous une autre forme, si. Pense à l'Ijime au Japon, ce harcèlement scolaire extrême de celui qui sort du rang. C'est souvent ignoré, voire encouragé par les profs. Et dans les camps de filles, l'ostracisme et les rumeurs sont utilisés chirurgicalement par les leaders pour écraser la moindre différence. Ça donne la nausée, franchement. Parce que ça veut dire que le harcèlement de cours de récré, c'est pas juste un défaut d'éducation, c'est une fonctionnalité biologique de base. Une purge du réseau. C'est l'explication évolutive et la plus rationnelle. On isole les nœuds faibles. Hobbes disait même que le rire moqueur était un réflexe primitif pour punir la différence. Et le rejet, ça crée une agonie réelle. Chez les singes vervets, le rejet social cause un tel choc biochimique qu'ils meurent de crise cardiaque en quelques jours. L'acceptation, c'est pas un luxe, c'est comme l'oxygène. Waouh, quel voyage vraiment. Des bactéries qui modifient leur ADN ensemble, aux chirurgiens qui voient des couchons dans des humains. La conclusion est rude. Le mythe de l'individu solitaire s'efface devant cette immense machine organique. Et comprendre ça, pour ceux qui nous écoutent, c'est super utile aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Savoir d'où vient cette peur du rejet, ça permet de prendre du recul, d'avoir l'humilité de questionner nos certitudes. Surtout quand la seule preuve qu'on a, c'est que tout le monde le dit. C'est le seul moyen de ne pas être juste un rouage aveugle de l'hallucination collective. Absolument! Et je voudrais laisser ceux qui nous écoutent avec une idée vertigineuse. Si notre santé, notre vieux,
nos peurs sont contrôlées par ce superordinateur vieux de 3,5 milliards d'années, est-ce que notre précieux libre arbitre ne serait pas juste la plus belle des hallucinations? Une illusion inventée par le réseau pour nous donner l'impression de contrôler tout en nous gardant bien dociles pour la ruche. À méditer la prochaine fois que vous suivrez la foule.